Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, suite de nos podcasts quotidiens. En ce moment, c'est un épisode par jour du Dunk Hebdo NBA Podcast pendant lequel on vous présente les 20 équipes qui seront présentes au play-in et ou au play-off. On a commencé la semaine avec Adrien qui nous avait parlé des Bulls, on a ensuite enchaîné avec moi qui vous avait parlé des Hawks. Tom est arrivé pour parler des Kings, on a ensuite rencontré Constant pour parler des Pels et Gabin pour parler du Heat. Vous entendez, il manque 2 membres de l'équipe Dunk Hebdo qui sont toujours pas passés. J'en ai un avec moi. Amine, comment ça va Amine? On va parler des Suns et tu m'avais dit après l'enregistrement des Hawks justement que c'était peut-être une des previews les plus intéressantes. Est-ce que c'est toujours le cas après les avoir fignolé la preview? Oui, c'est hyper intéressant. Déjà, c'est une équipe qui se présentait au début de la saison comme étant un contender, très clairement, et qui a eu beaucoup de difficultés. Et donc, mettre en avant, expliquer ces difficultés, c'est forcément très intéressant. Et se projeter aussi, c'est très intéressant. Rappelons le format. Peut-être que certains des fans des Suns vont nous écouter et se disent mais qu'est-ce que c'est que ce format? Ils mettent en avant les faiblesses de mon équipe. Donc le format cette année, c'est pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre. Format dans lequel on met en avant du coup 3 faiblesses, les 3 faiblesses qu'on juge rédhibitoires pour l'accession au titre de l'équipe en question. On a déjà fait ça avec pas mal d'équipes. Donc si vous arrivez maintenant, on vous conseille d'aller écouter les épisodes précédents. On vous conseille aussi de nous suivre sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcasts, etc. Toujours mettre des petites étoiles ou des petits commentaires sur YouTube également et sur Twitter. Pas de pause syndicale dans ce genre de format. On est un peu plus rapide et on va entamer dès maintenant avec le résumé de la saison. C'est la première étape. Résumé de la saison 2023-2024 des Suns. On est peut-être dans notre lot d'équipes sur la première où il faut pas seulement discuter de la saison 2023-2024 régulière, Amine, mais remonter un petit peu en arrière, c'est ça? Oui, on peut remonter à la saison précédente parce que c'est un élément capital de ce qui s'est passé cette saison, c'est le changement de propriétaire et l'arrivée de Matisse Bia à la tête des Suns, qui, en très peu de temps, a d'abord commencé par récupérer via un trade en voyant des joueurs appréciés par la fanbase comme Michael Bridges, Cam Johnson, pour récupérer une superstar en la personne de Kevin Durant. On pouvait imaginer que ça allait s'arrêter à peu près là et que l'idée c'était surtout d'ajouter une superstar à côté de Devin Booker. Mais finalement, on a vu donc à l'intersaison, à cette intersaison passée, que Matisse Bia a décidé de tout exploser et notamment le cap space. C'est la fin de l'ère Monty Williams et Chris Paul, donc qui allaient tous les deux un peu ensemble. Et c'est l'arrivée de Bradley Beal, qui n'a pas forcément coûté très cher en asset, mais qui coûte très cher en revanche dans le cap space. Et également le départ d'Ayton, qui avait posé des problèmes dans la construction précédente du roster, et l'arrivée de Nurkic, qui, avec ses qualités et ses défauts, apportait quelque chose de différent. L'arrivée peut-être la plus importante, c'était quand même aussi Frank Vogel qui remplace Monty Williams, un coach titré qui devait mettre en place une identité défensive pour une équipe composée de joueurs plutôt compétents offensivement, notamment en 3 superstars. Et on peut dire que ça a été difficile. Ça a été difficile. Aujourd'hui, on se rend compte au cours de la saison que les Suns ne sont ni une grande attaque ni une grande défense. Ça a été une saison dents de scie. Il y a eu Frank Vogel a eu beaucoup de difficultés à créer une véritable identité avec les absences de Booker et surtout de Bradley Beal qui a été longtemps absent. Et un effectif aussi limité en profondeur du fait de la part justement des salaires des 3 superstars dans le cap space. Et donc Vogel a manqué de personnel pour organiser une très bonne défense et a été en difficulté pour mettre en place une attaque cohérente. Aujourd'hui, ils sont 8e au moment où on enregistre et ils ont un calendrier qui est terrible. Donc, pour une équipe qui était clairement candidate au titre en début de saison, c'est pas très rassurant. Question provocatrice, Amine, mais est-ce qu'on est vraiment, est-ce qu'on connaît cette équipe à l'entame des playoffs? Est-ce qu'on la connaît encore vraiment? Pas vraiment. Est-ce que Pas là... vraiment. Vas-y. On a un petit peu progressé ces dernières semaines sur ce à quoi elle devrait ressembler, mais on n'est pas encore au niveau où on espère, où on pense savoir vraiment à quoi elle va ressembler. C'est-à-dire que même quand on se retrouve avec le retour de Bradley Beal qui permet d'en savoir un petit peu plus, déjà ça n'a pas duré assez longtemps pour en être certain, mais en plus il y a eu d'autres absences qui se sont cumulées, il y a eu des blessures aussi de Devin Booker, il y a la blessure actuellement de Jusuf Nurkic qui était un élément essentiel dans l'organisation offensive des Suns, donc on ne sait pas encore exactement
à quoi va ressembler les Suns en playoff, surtout que peut-être qu'en playoff aussi il y aura des absences, donc tout ça c'est assez compliqué d'anticiper. Je te rejoins. Alors, comme j'étais pas préposé aux Suns, je les ai pas suivis avec autant de précision, mais il y a cette sensation de. Alors, j'irai pas dans le discours extrême qui vise à dire qu'on ne connaît pas les Suns, mais qu'il y a encore des zones d'interrogation sur cette équipe, sur ce qu'elle est réellement, ce qu'elle devrait être. Peut-être qu'on a avancé, tu l'as très bien dit, mais sur ce qu'elle est vraiment, il y a encore une zone d'ombre. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Amine, sur ce bilan 2023-2024, ou est-ce qu'on peut glisser tranquillement vers les 3 faiblesses? Je pense qu'on peut glisser sur les faiblesses, hein. Ça va en dire beaucoup. Commençons par la première que tu as souhaité mettre en avant, c'est la shot quality. Alors, je sais ce que c'est, mais est-ce que tu peux l'expliquer pour certains de nos auditeurs? Ça veut dire quoi, cette fameuse shot quality? La shot quality, en l'occurrence pour les Suns et pour tous les autres, peu importe, c'est le fait justement de prendre des régimes de tir difficiles. Et les Suns sont une équipe qui prend un régime de tir particulièrement difficile, notamment 2 de ses superstars principalement, même si on considère les 3, on peut considérer qu'il y a beaucoup de tirs difficiles de manière générale, mais en tout cas, Kevin Durant, par exemple, c'est près de 60% de ses tirs qui sont pris à mi-distance, dont à peu près la moitié qui sont des longs 2, qu'on peut considérer comme les tirs les plus difficiles et les moins rentables finalement. Et Devin Booker aussi, ça tourne autour de 50% de mid-range également. Ils sont parmi les joueurs NBA qui en prennent le plus. Si on suit comme cleaning the glass Kevin Durant, si on le considère comme un big, comme le fait cleaning the glass, il est tout simplement le joueur qui en prend le plus de long 2 à sa position. C'est des tirs qui sont très difficiles. À l'ère de la NBA Analytics, c'est une question de mathématiques. Plus tu prends des tirs difficiles, plus il y a de chances qu'ils ne rentrent pas. Alors même si tu es Kevin Durant et que tu le fais encore cette saison et malgré l'âge avec une efficacité redoutable, Devin Booker c'est un petit peu moins bien, mais ça reste quand même le haut du panier pour la qualité et la difficulté de ses tirs, justement. Ça reste un problème supplémentaire, surtout quand tes meilleurs joueurs prennent ces tirs. Et ce qui est vraiment fascinant, Amine, c'est quand on regarde le détail des 5 sur cette fameuse shot quality, cette manière de diviser les tirs. Le 5 qui a le plus joué, Devin Booker, Bradley Beal, Grayson Allen, Kevin Durant, Jusuf Nurkic, prend 52% de ses tirs à mi-distance. C'est une proportion qui est vraiment complètement folle. Et tu l'as dit, ce sont des tirs qui sont un petit peu et très souvent difficiles, notamment Kevin Durant. Avec l'âge, il a peut-être moins cette faculté de séparation, etc. On a donc parler de shot quality, mais en quoi ça pose problème concrètement, Amine? On a fait le constat, maintenant quelles sont les conséquences de cette shot quality extrêmement compliquée et vraiment qui vit sur le mi-distance? Ce sont des mathématiques, tout simplement, des mathématiques simples, c'est-à-dire que plus tu prends des tirs difficiles, moins ils sont rentables. On sait très bien aujourd'hui qu'à l'ère de l'analytics que les tirs les plus rentables sont tout simplement les lay-ups, les tirs au cercle qui bénéficient de la plus grande efficacité. Et derrière, c'est plutôt les 3 points parce que même si l'efficacité est moindre, la rentabilité est plus importante. Donc aujourd'hui, prendre ces tirs qui sont les plus difficiles, alors effectivement, quand tu as ta superstar qui les prend et qu'autour, tout est organisé pour qu'ils les prennent dans les meilleures conditions possibles, ça peut très bien fonctionner. Là, on est sur quand même beaucoup de joueurs qui prennent des tirs difficiles et c'est pareil, la difficulté s'additionne et l'efficacité s'additionne et ça rend une offense qui est en plus démunie d'un playmaker pour organiser tout ça, un initiateur élite. Ça rend les choses difficiles pour organiser l'attaque tout simplement. Même si on pourra nous dire que c'est un bon tir pour eux, peut-être qu'on y reviendra peut-être au moment du plafond plancher. On peut se penser à la question face à certaines équipes, les maths vont vraiment être très compliqués. On l'a déjà vu ça la saison dernière face aux Nuggets où ils partaient avec un quasi-déficit à chaque début de match et ils devaient compenser on l'avait mis en avant à cette époque, par un shot-making de malade pour compenser le fait que une partie de leur production dépend du mi-distance et du long mi-distance. C'est vrai, Ami. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce point-là ou est-ce que je peux t'amener sur l'autre côté du terrain, la défense? Allons de l'autre côté du terrain. Alors, tu m'avais dit, Amine, dans la première prise de ce podcast, soyons complètement honnêtes, il y a eu une première prise parce que ma connexion Internet est en train de
partir en guerre contre moi, je pense. Bref, au pays de la connexion Internet, c'est quand même un comble. Le point of attack, Amine, et le cercle. Ça commence à faire beaucoup, là. Parle-nous du point of attack et du cercle. Qu'est-ce qui t'inquiète dans la défense des Suns à ces deux niveaux-là? Oui, l'axe 1-5 finalement en défensif. On va commencer par le point of attack parce que mine de rien, ça a été un vrai problème, c'est encore un vrai problème du côté des Suns. Ils ont commencé le début de saison avec Okoji qui jouait beaucoup dans le 5 pour s'occuper du point of attack. Alors, il a des grandes qualités pour s'occuper de cette partie de la défense. C'est un bon joueur, un bon défenseur du point of attack, mais c'est un joueur beaucoup trop pénalisant en attaque. Quand on considère ce que je viens de dire sur les difficultés à organiser une attaque, et si en plus vous mettez un joueur qui vous fait quasiment attaquer à 4 contre 5, en tout cas au niveau de la respectabilité, c'est le cas, un joueur qui a des pourcentages faméliques, des prises de tir faméliques également, c'était trop compliqué, et Frank Vogel a décidé de passer à autre chose assez rapidement finalement. C'est Grayson Allen qui a pris un peu la place, le rôle de Okoji dans l'équipe. Grayson Allen qui est plutôt un bon défenseur, mais c'est pas tout à fait sa principale qualité d'être un défenseur du point of attack. C'est un bon joueur en aide, dans des systèmes défensifs, mais du coup il s'occupe de cette charge, ce qui n'est pas idéal. Il le fait du mieux qu'il peut, mais on a quand même un problème justement au niveau de cette défense. On peut se poser la question, j'y reviendrai plus tard quand je parlais un petit peu des choses positives de l'arrivée de Royce O'Neal récemment, qui est un défenseur très polyvalent, dont c'est pas non plus la qualité principale de faire de la défense du point of attack, mais qui le fait bien, qui le fait peut-être probablement mieux que Grayson Allen, et qui pourrait être intéressant peut-être à passer en starter. Mais pour l'instant, c'est le premier problème de la défense. Mais il y a l'autre côté, le cercle. On sait à quel point, excusez-moi, on sait à quel point la défense du cercle est importante. Youssouf Nurkic fait une saison très honnête. On va pas l'enfoncer beaucoup plus. En tout cas, on s'attendait à pire de sa part. Disons qu'il a été important du côté offensif du terrain, notamment par son rôle de hub, et il a été correct défensivement cette saison. Il a fait du mieux qu'il pouvait, mais son profil est très limité, notamment par sa mobilité, mais également par son moteur. On sait que Youssouf Nurkic, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à enchaîner beaucoup de minutes, sachant qu'il a déjà beaucoup joué cette saison en plus. Et donc son profil en plus donc de joueur assez peu mobile, qui fait le boulot du mieux qu'il le peut, mais qui est limité, risque d'être compliqué en play-off. Encore plus quand on sait que son backup est Drew Eubanks et que ce joueur qui joue actuellement, puisque Nurkic est blessé, qui joue actuellement dans le 5, a montré des limites vraiment importantes pour ce rôle. Et on sait à quel point avoir un bon backup en pivot, c'est important, mais en plus, avoir un bon backup en pivot quand Youssouf Nurkic, qui a une perte d'énergie importante, on va dire, sur ces matchs, est encore plus important. Il était déjà son backup à Portland et on a vu que ce n'était pas l'idéal. Tout ça pour dire que la défense, de manière générale, est compliquée cette année. Je pense aussi à Devin Booker, dont on avait loué le côté positif de ce côté du terrain l'année dernière et qui est redevenu négatif, même pas average, puisqu'il est beaucoup moins impliqué et dont on n'est pas satisfait. J'ai l'impression que cette année, le meilleur défenseur des Suns, il s'appelle Kevin Durant, et malheureusement, c'est assez inquiétant que ce soit Kevin Durant le meilleur défenseur des Suns cette saison. Je te rejoins, il y a toujours cette dimension avec KD sur de l'aide ou du deuxième rideau dans de la protection de cercle, un truc qu'on a vu depuis, qu'on a vraiment vu apparaître à Golden State et qui perpétue depuis. Mais j'ai l'impression, sous certains aspects, d'avoir un Nets 2.0, c'est-à-dire que trop responsabiliser KD sur de la défense secondaire du cercle, c'est problématique parce que on en revient à ton point d'avant, Amine, c'est que il a une vraie charge offensive qui est en plus extrêmement compliquée et qui se complexifie avec l'âge. Parce que les shoots que pouvait s'octroyer Kevin Durant il y a 5 ans, il peut pas tous se les octroyer actuellement. Je te rejoins aussi sur Grayson Allen, qui est un joueur, refaisons l'historique, qui a jamais défendu le point of attack, en fait, normalement. Enfin, il l'a pas défendu aux Bucks, partout où il est allé, il n'a jamais eu ce rôle-là, donc c'est vrai qu'il y a une énorme inquiétude. Dernier point sur Nurkic, il y a aussi peut-être le style de jeu. Alors je sors un peu de ta catégorisation, mais offensif aussi, c'est un joueur qui a post-up beaucoup, qui a un jeu qui demande de l'énergie en attaque, donc ce qui du coup l'amène à se fatiguer aussi sur les tâches défensives, donc assez inquiet, Amine. Tu penses pas, je te lance vers ça, tu penses pas au réveil d'un Devin Booker sur du playoff setting où il peut être missionné?
Si, bien sûr. Bien sûr, j'y reviendrai quand je parlerai des éléments un peu plus positifs, justement. On peut se dire, justement, que en saison régulière, disons que c'est inquiétant par rapport au seeding, au risque, auquel risquent de finir les Suns, le comportement de certains en défense notamment, et de Devin Booker. Mais on peut avoir confiance quand même en Devin Booker à être beaucoup plus responsable, beaucoup plus responsabilisé, beaucoup plus responsable dans sa qualité défensive. On sait qu'il est capable d'être un joueur positif. C'est pas non plus le défenseur du siècle, Devin Booker, mais dans un système, c'est un joueur que tu ne cibles pas normalement, ce qui est pourtant le cas malheureusement actuellement en saison régulière. Tu peux assez facilement le cibler. Donc on espère que ce soit différent en play-off pour lui. Eh bien, enchaînons, sans surprise, la santé. Sans surprise, on est face à une équipe qui a connu beaucoup de blessures, donc ça sera un élément clé, c'est ça. Ce sera un élément clé et je vais revenir sur beaucoup de choses que j'ai évoquées un petit peu dans la défense justement parce que ça va relever de choses que dont je vais parler sur la santé. Déjà, on peut remarquer que les trois stars n'ont pas assez joué ensemble parce qu'il y a eu beaucoup de blessures, mais surtout, Kevin Durant n'a pas été injury prone cette saison. Il a joué beaucoup de matchs, il a joué 65 si je ne dis pas de bêtises, et il a été un élément clé de la défense et de l'attaque des Suns. Il a été majeur en attaque avec 29% d'usage et une efficacité comme d'habitude avec Kevin Durant assez remarquable. Et il a été, donc, comme on l'a dit, probablement le meilleur défenseur des Suns et en plus très impliqué, très appliqué. Parfois, on va dire que aux Nets, on avait moins vu un petit peu, on voyait qu'il cherchait à se reposer. Là, cette année, comme son équipe en avait vraiment besoin, on a vu qu'il était très impliqué au point de faire une très bonne saison défensive à son âge, avec l'historique des blessures. Donc la santé peut justement m'inquiéter pour Kevin Durant. S'il n'a pas été blessé jusqu'à maintenant, je ne le souhaite vraiment pas, mais on peut penser qu'il doit y avoir beaucoup de fatigue dans les pattes du grand Kevin et que ça peut être difficile. On connaît les historiques de blessures, que ce soit de Devin Booker, que ce soit de Bradley Beal. Je viens de parler de Jusuf Nurkic, donc 68 matchs Jusuf Nurkic, 27 minutes par match. On n'est pas loin de son record tout simplement. Du côté de Portland, c'était rare qu'il fasse autant de matchs, autant de minutes. Il est actuellement blessé en plus, mais normalement, il devrait bientôt revenir. Donc normalement, ça devrait aller. Mais on est sur beaucoup de joueurs et parmi les plus importants du roster qui sont injury prone et du coup forcément ça risque de poser des problèmes. On espère et on se dit pourquoi pas qu'ils soient tous en santé en même temps, mais l'exemple des Clippers qui ont eu un peu le même problème ces 4 dernières années montre qu'il ne faut pas trop rêver non plus quand les joueurs sont souvent blessés et risquent de se blesser. Et rappelons ici le format, pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre. Je pense que ce que tu sous-entends, Amine, c'est que les voir en bonne santé sur 4 séries et un match de play, vraisemblablement, voire 2, ça, c'est du registre du rêve un peu. C'est ça. Rappelons qu'ils ont Exactement. joué que 628 minutes. Au moment où on enregistre, ils ont joué que 628 minutes ensemble, les trois. Kevin Durant, Bradley Beal et Devin Booker. C'est famélique. 628 minutes ensemble, c'est très, très, très peu. Donc, à voir. Ensemble, je parle sur le terrain au même moment. Parce qu'en réalité, ils jouent énormément sur le terrain en même temps. Enfin, donc, à voir. C'est extrêmement inquiétant. Je te rejoins. Plus le temps avance, alors oui, il faut toujours cette chance. Il y a toujours le champion est toujours chanceux dans sa capacité à éviter passer entre les gouttes des blessures. Mais il y a un moment où quand le dossier médical est trop épais, il faut en tirer les conséquences. Je sais pas, c'est comme il y a 2-3 ans, moi, Chris Paul, j'avais abandonné parce que tous les ans, en fait, il y avait une blessure. Donc il y a un moment, cette répétition de matchs à haute intensité, qui à cause de la saison régulière, ils vont devoir enchaîner parce que leur route vers le titre, c'est extrêmement compliqué. Je te rejoins là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose à mettre en avant pour les faiblesses d'autres, Amine? Non, ça me paraît bien. C'est déjà pas mal. Parce que je vais juste dire, quand tes faiblesses, c'est entre guillemets l'attaque, la défense et les blessures, ça risque d'être problématique. Ah là, t'as tout fait. Il manquait plus que il y a que Frank Vogel qui a évité les balles pour l'instant. Du coup, passons sur le point positif, donc le motif d'espoir. Là, on est obligé de parler quand même du fait. Je pense que c'est ça dont tu vas nous parler. Je le sais, on connaît les trames. Kevin Durant, Bradley Beal, Devin Booker. C'est ça.
le talent, le star power. Alors, j'ai plusieurs petits motifs d'espoir. J'en rajouterai quelques petits comme ça en ajoutant, parce que c'est ça qui est paradoxal avec cette équipe des Suns. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de défauts. Il y a aussi de gros motifs d'espoir quand même. Comme tu l'as dit, Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal. Déjà, au niveau du talent, du star power, si tout le monde est en santé, si Booker, comme on l'a dit tout à l'heure, est appliqué en défense et a de meilleurs pourcentages comme il peut le faire en playoff, on a vu un Booker incandescent la saison dernière en playoff, que KD qui reste KD en restant justement en santé comme il l'a été cette saison et en plus en apportant en attaque et en défense, et que ça profite du danger de ces deux, et qui profite lui-même du danger de ces deux teammates, que Bill soit agressif, que Bill soit là, que Bill soit agressif, que Bill justement apporte sa capacité de driver qui manque beaucoup aux Suns, qui est une équipe qui agresse assez peu le cercle. Donc dans ce cas précis, ça ressemble quand même à une équipe qui est très sérieuse et qui est capable d'aller loin. Mais il faudra pas seulement ce star power, parce que ça ne suffira pas, même s'il y a un star power qui est très impressionnant, il faudra tout de même que tout le monde soit concentré, qu'il y ait des meilleurs perfs du banc, parce qu'il y a des joueurs qui ont été très décevants cette année. Je pense à des vétérans comme Eric Gordon, à l'apport de Thaddeus Young, qui n'est pas extraordinaire non plus. On attend plus d'eux, que Okoji arrive à se faire respecter d'un point de vue offensif, ce qui paraît improbable, mais un minimum pour qu'il pendant ces minutes, il apporte pas seulement du côté défensif. Alors, le dernier point positif que je rajouterais, c'est l'importance prise par Royce O'Neal, depuis qu'il est arrivé. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. C'est un joueur qui space, prend 72% de ses tirs à 3 points. Donc ça, c'est très bien. Lui, il drive pas, effectivement, mais au moins, c'est 5,6 tentatives par match. Donc il space pour les autres, c'est déjà très bien. Il a une polyvalence défensive qui est très impressionnante. Alors, il est capable justement, un peu mieux que Allen ne le fait, de défendre le point of attack. Il est bon en navigation d'écran. On l'a vu s'occuper de match-up très difficiles par rapport à sa taille. Je pense à l'époque où il était à l'Est, où il s'est occupé de Giannis ou de Butler. Il a un QI défensif très important. Il est capable de faire du playmaking défensif. Donc, c'est un joueur qui semble être vraiment un très bel ajout pour les playoffs, sachant que la profondeur manquait. C'est un des points positifs, c'est qu'ils ont réussi à rajouter Royce O'Neal dans ce roster. Comment pas être d'accord avec toi sur le Star Power? Enfin, si on fait notre auto-promo, en parlant du DH20, on a 2 joueurs top 10, 2 joueurs dans le fameux top 12 qui se détachent, et ça, c'est à part les Bucks et du coup les Lakers, il y a personne qui peut se targuer de ça. Et il y a en plus le 3e élément, Bradley Beal, qui est un joueur qui en est loin actuellement, faut être honnête, du DH20, mais qui à une époque a pu s'en rapprocher. Donc, il y a un star power assez impressionnant. Il y a des joueurs aussi qui sont là où on relativise, je pense, et tu seras d'accord, le régime de tir, c'est qu'on a des joueurs qui nous ont prouvé qu'ils étaient capables de tenir ce régime de tir sur des séquences de playoffs. Après, je mets une petite astérix pour Bradley Beal, parce que je pense qu'il y a un léger fantasme autour du Bradley Beal playoff, et c'est un joueur qu'on n'a pas vu depuis plusieurs années, hein. N'empêche, en playoff encore moins dans une équipe avec de l'ambition, mais je te rejoins, si on regarde ce 5 qui a le plus joué, donc le Booker, Beal, Allen, Durant, Nurkic, alors oui, il y a de vrais problèmes défensifs qui sont liés à tout ce que tu as ramené, mais c'est un 5 qui a un offensive rating à 124. Il score, hein, pour peu qu'ils arrivent à trouver des petits moyens de mettre des petits pansements sur leurs problèmes offensifs, c'est un 5 et une équipe qui serait ultra efficace. Est-ce que tu as d'autres motifs d'espoir à mettre en avant, Amine? Je voudrais revenir sur ce que tu as dit sur Bill. Effectivement, c'est le joueur qui est censé être le moins fort des trois, évidemment, mais c'est un joueur crucial. Après, on va en revenir après. Donc, c'est vrai que je m'embarque là-dedans. C'est un joueur crucial par rapport à l'optimisation des autres. Eh bien, embarque-toi là-dedans. Vas-y. Amine, il faut que je lui tire mon chapeau parce que clairement, sans vous révéler les coulisses, ça a été un enregistrement qui était très très difficile. Donc, il n'y a pas de rythme, c'est compliqué. Donc, il faut applaudir Amine. Et Amine, lance-toi sur ton joueur clé. Du coup, alors, tu vas partir sur qui? Parce que tu m'as dit avant d'enregistrer, il y a la règle non superstar, est-ce que je peux mettre Bradley Beal? Je t'avoue que moi, stratégiquement, je t'ai dit oui, parce que sur les Timberwolves, l'épisode qui va sortir dans quelques jours, je veux absolument mettre Karl Anthony Towns, donc il me faut un précédent, à un moment, mais tu veux partir sur qui, du coup, Amine?
C'est bel et bien sur Bradley Beal. C'est pour ça que je me suis arrêté tout de suite. J'avais moi-même oublié que j'avais choisi Bradley Beal, donc j'ai commencé à en parler avant propos. Bradley Beal est très important parce qu'effectivement, c'est le joueur le moins fort des trois, et c'est pas injure de dire ça pour lui, hein. Mais c'est le joueur, je pense, le plus important vraiment pour cette campagne des Suns, parce que ça modifie beaucoup de choses, en fait, sa présence. Lui optimise beaucoup mieux ses deux coéquipiers, Devin Booker et Kevin Durant, et ces deux coéquipiers l'optimisent beaucoup mieux lui, dans le sens où justement Bradley Beal est celui qui attaque le plus le cercle, comme je l'ai déjà dit. 31% de ses tirs sont pris au cercle selon Clean the Glass. C'est la star qui a été la moins présente cette saison, avec seulement 43 games démarré, et donc 1400 minutes, mais il est crucial pour l'attaque des Suns, pour la gravité qu'il apporte au cercle, ce qui permet à Devin Booker et à Kevin Durant que leur tir difficile justement le soit moins, et le fait que Kevin Durant et Devin Booker soient tant des menaces extérieures aussi importantes doit permettre à Bradley Beal de plus agresser le cercle, parce que des espaces vont se libérer. À partir du moment où tu as cette géométrie du terrain avec les trois qui sont le mieux en bonne santé et les mieux répartis dans leur rôle, normalement, on devrait avoir un début d'attaque très fonctionnel. Comme tu l'as dit, ça marque des points, le meilleur 5 quand ils sont ensemble. Et je pense que la raison pour laquelle ça doit et ça peut fonctionner en playoff, il s'appelle Bradley Beal, bien que ce soit le troisième meilleur joueur de l'équipe. Je suis complètement d'accord avec toi, parce que on a vu, je pense que c'est une observation qui a encore plus de sens après ce qu'on a vu la saison dernière sur notamment la séquence Suns Nuggets, qui est une série qui est vraiment intéressante. Enfin, moi, j'aime bien aller revoir 2-3 trucs, et où on a vu parfois l'incapacité de Booker et Durant, qui sont beaucoup dans le shoot à mi-distance, d'avoir quelqu'un qui est capable de changer le rythme, quelqu'un qui est capable d'apporter quelque chose de différent. Et ce quelqu'un, ils l'ont cette année avec Bradley Beal. Alors, à quel degré d'efficacité? Quand on voit la protection de cercle de certaines équipes à l'Ouest, j'ai mentionné les Wolves, on peut penser aux Wolves, ou quand je vois comment les Wolves sont capables de cadenasser la raquette, je me demande à quel point un Bradley Beal un peu avec un rythme limité, un peu vieillissant, sera capable de faire. Mais sur le niveau de changement de rythme, je suis assez d'accord avec toi. Au niveau du playmaking, on l'avait pas préparé, ça, Amine aussi. Est-ce que c'est un élément plutôt positif? Bon, on sait que oui, mais à quel point, dans un contexte playoff à l'Ouest, ça sera important, le playmaking de Bradley Beal? Le truc, c'est que tu n'as pas un initiateur élite vraiment dans cette équipe, mais tu as des joueurs qui sont capables. Que ce soit Devin Booker, que ce soit Bradley Beal, on est content justement quand on n'a pas ce créateur qui était Chris Paul précédemment. On est content d'avoir plusieurs joueurs capables de le faire de manière intelligente. En plus, je vais revenir aussi sur l'arrivée de Royce O'Neal. Ça rajoute aussi un joueur un petit peu connecteur, un petit peu capable justement de faire la bonne passe, sachant que tu as aussi Youssouf Nourkic qui est capable de faire cette bonne passe. On est plus sur une équipe qui essaie de s'organiser offensivement. Le problème, c'est que, comme tu l'as dit plusieurs fois, mais malheureusement, c'est un problème qui revient, c'est qu'ils ont peu joué ensemble, les meilleurs 5, les meilleures oppositions, donc ils n'ont pas pu réellement créer quelque chose, que Frank Vogel n'est pas réputé non plus pour créer de l'offense de manière incroyable, pas Mike D'Antoni, très clairement, mais il a quand même fait du bon boulot cette année, de ce côté du terrain, parce qu'il y avait des difficultés, il y avait, comment dire, plus de difficultés qu'il aurait dû en avoir si les trois superstars auraient été là tous ensemble. Et l'organisation de l'attaque a été plutôt faite de manière intelligente, qui fait qu'ils ont eu une attaque compétente. Pas extraordinaire, mais compétente. Et on attend justement qu'en play-off, est-ce que ce sera justement pas trop tard pour mettre en place réellement une identité dès maintenant? C'est la vraie question de la difficulté. Peut-être que je te grille de tes billes, Amine, mais il y a aussi le côté, j'en avais parlé dans le dernier 4 quarts à propos des Clippers, mais il y a une révolution aussi au niveau des lancers francs pour les Suns, qui étaient une équipe qui historiquement n'allait pas sur la ligne. Si on regarde leur 3-throw rate si on part de 2020-2021, ils étaient 27e, 25e, 27e, et là, ils sont premiers cette année. C'est une équipe qui va beaucoup sur la ligne, et ça, alors encore une fois, à mettre en parallèle de la manière dont les playoffs vont être arbitrés, parce qu'on est quand même sur une ligue qui a changé d'arbitrage en milieu de saison, ce qui n'a aucun sens, mais passons.
À voir. Mais dans cette alternance qu'ils n'ont pas réussi à avoir sur les derniers playoffs, selon moi, ça peut être un élément important. Amine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce que tu veux qu'on glisse, je vais utiliser le même verbe, sur, d'ailleurs je ne sais pas si je l'ai utilisé dans la première ou dans la 5e version de ce podcast, du coup glisser, Amine, est-ce qu'on glisse vers le plancher-plafond? Allons-y sur le plancher-plafond. Alors, quand on avait parlé de cet épisode ensemble il y a quelques jours, il y avait la tentation avec ces Suns de se dire, bah, le plancher c'est play-in, le plafond c'est titre. Est-ce que cette tentation, tu es allé jusqu'au bout, Amine, ou est-ce que tu t'es dit au final, non, c'est peut-être un peu exagéré? Oui, je n'ai pas été jusqu'au bout de cette tentation et c'était un peu la réflexion qu'on se faisait sans trop y réfléchir. Mais même avant un petit peu l'épisode, on en a rediscuté et on se disait justement, ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas vraiment. Un plancher play-in, un plafond final. Si on a tendance à mettre ce plancher play-in qui existe réellement, ce sera difficile de dire que le plafond est le titre ou la finale NBA. Donc effectivement, moi je pense toujours que le plancher c'est le play-in, surtout que le seeding risque d'être compliqué. Comme je l'ai dit, ils ont un calendrier très difficile, ils ont encore des absences quand même mine de rien, donc on ne sait pas à quelle place ils vont terminer. Ils vont probablement passer par le play-in, ce qui risque de compliquer encore plus la tâche. Alors moi je mets que le plancher c'est le play-in, même si je pense quand même que peu importe l'adversaire, ils sont capables de passer ce play-in, mais avec des blessures, avec des difficultés, ça peut aussi se faire éliminer à ce moment-là. Et je pense, malheureusement, c'est un peu dur pour le roster, pour cette équipe qui semble très forte sur le papier. Mais moi, je mets un plafond de demi-finale de conférence parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de match-up en plus dans cette conférence Ouest qui risque d'être très difficile pour les Suns, notamment du côté défensif où ils risquent de se faire pilonner dans certains endroits du terrain où ils ne sont pas encore parfaitement en place, et leur attaque qui n'est pas encore tout à fait au point, même si elle arrive à se mettre un peu plus en place, aura toutes les difficultés du monde à rattraper ce retard finalement. Je te rejoins plutôt. De toute façon, pour moi, la seconde où tu as le pied au play-in, ton plancher, c'est le play-in. Enfin, aucune équipe sur un match coup près n'est immunisée et peut se permettre de dire non. Donc, pour moi, le plancher, c'est clairement le play-in. Et le plafond, je serais tenté de te rejoindre parce qu'au fur et à mesure des épisodes, on commence à penser aux match-up potentiels. Et quand je pense à beaucoup de match-up potentiels, à la lumière de ce que tu as pu dire très justement pendant l'épisode, leur attaque, leur shot quality, leur défense surtout sur le point of attack et au cercle, tu vois qu'il y a beaucoup de match-up qui seraient extrêmement compliqués et qui demanderaient à un niveau vraiment inhumain de leur superstar pour leur permettre de passer. Donc je te rejoins, je dirais deuxième tour de playoff avec selon le match-up, voire un premier tour. Enfin, pour moi, c'est pas un scénario fou, celui où il saute au premier tour. Je tiendrais juste à rappeler que ne banalisons pas la campagne de playoff de Devin Booker, en fait. C'est-à-dire que si Devin Booker fait une campagne de playoff ne serait-ce que, je sais pas, 10% en dessous, c'est problématique pour les Suns. Donc, je sais pas ce que tu as rajouté, Amine, mais c'est à la fin de la saison, quand on fera leur post-mortem, ça sera un post-mortem peut-être un peu morose, parce que si à l'été, on nous dit avec cette association de stars qui est un peu anachronique sur certains aspects, il faut être honnête. Si on nous dit que là, à l'entame des playoffs, on leur donne comme plafond une demi-finale de con, c'est assez décevant, on est d'accord. Après, justement, c'est ce que j'essayais de dire, c'est qu'il reste trop peu de temps pour régler trop de problèmes, finalement. Et cette saison régulière n'a pas permis j'ai pas envie, on a assez peu parlé de Frank Vogel, mais j'ai pas trop envie de tirer sur l'ambulance de Frank Vogel parce qu'il n'a pas eu toutes les cartes en main justement pour organiser cette équipe du mieux possible. Et je pense aussi que certains joueurs de complément, comme je l'ai rapidement dit tout à l'heure, ont été en dessous de ce qu'ils pouvaient apporter. Certains paris aussi, je pense à Watanabe à un moment donné qui mettait tout du côté de Toronto et ne mettait rien du côté de Phoenix. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas passées comme prévu. C'est effectivement, il y a un côté anachronique, clairement, et il y a un côté, c'était compliqué que ça marche aussi bien dans les conditions qui ont été celles de cette saison. Bah, quand même bien le dire, Tom, quand tu amènes des joueurs au minimum, s'ils sont au minimum, c'est qu'il y a une raison.
Et on l'a vu avec ces tentatives sur beaucoup de joueurs. Et finalement, parmi les nombreuses tentatives, Watanabe, Keita Bates, Diop, etc., il y en a très très peu en fait qui sont dans la rotation qui va aborder les playoffs. Je suis assez d'accord avec toi, Amine. Eh bien, on continue à applaudir Amine parce qu'Amine a su se concentrer malgré un épisode. Vraiment, un jour, faudrait qu'on ait une caméra qui filme quand on a ce genre de problème parce que là, c'était vraiment catastrophique ce matin. Enfin, cet après-midi, ça dépend où on est. En tout cas, voilà pour la preview des Suns. Équipe, donc preview extrêmement intéressante, mais peut-être dans le côté négatif, c'est vrai que tu as mis en avant des faiblesses qui sont rédhibitoires pour le titre. En théorie, ça paraît quand même extrêmement compliqué. On ne sait jamais. On souhaite le titre aux 20 équipes. Hein. Nous, l'avantage cette année, c'est qu'on se trompera qu'une fois dans ce format. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés encore aujourd'hui. On vous rappelle de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, mais également sur YouTube et sur Twitter. On continue, nous. Amine, comment ça s'est passé la première? Comment c'était pour la première en tant qu'expert de l'équipe? Bah, très bien, très bien. C'était plus intéressant, je pense, de faire les Suns qu'une certaine équipe que je supporte, que je ferai bientôt, malheureusement, qui sera moins intéressante à parler, vu l'actualité. Rappelons qu'Amine est fan des Sixers pour ceux qui nous découvrent et rappelons que oui, pour l'instant, nous n'avons pas parlé des Sixers parce que il y a quand même une légère question Joel Embiid. Bon, même si Amine, on en a parlé en off, tu me dis ça change pas non plus, ça changerait pas grand chose. En tout cas, ça ne révolutionne pas le destin des Sixers, mais on va pas tarder à en parler effectivement. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Une nouvelle preview est terminée et on se retrouve dès demain pour une nouvelle. À demain. Salut. Ciao.